Allô, moi c'est Noémie, animatrice à Chiz de 94.3. Je vous accompagnée de James Bilodeau. Non, James Boudreau, ancien président de la CADE. Et moi, je suis Émile Boudreau. Autant qu'on vous se connaît à peu près. J'ai écrit, Émile Bilodeau. Aïe, ouais, c'est ça. Aïe. En tout cas, on se comprend. Nous autres, on se connaît. Ouais, c'est ça. C'est important. On a eu le temps de jaser avant, puis on est vraiment heureux de se recevoir au show de la rentrée, mais surtout en entrevue. Hey, on est tellement bien accueillis. On sent que tous les jeunes, tous les étudiants mettent l'épaule à la roue pour que ça soit un succès. Tu sais, il y a comme un kiosque devant la scène. Les gens de l'organisation nous ont amenés à la loge. On s'est fait donner une belle lettre avec un numéro de téléphone s'il y a quoi que ce soit. J'ai hâte d'y texter des niaiseries avant de me coucher. Puis, en fait, ton parcours scolaire, c'est étroitement lié au lancement de ta carrière. Ton premier album, Rite de passage, ça l'a marqué, puis ça marque encore des générations d'étudiants. Je pense à moi, quand j'étais au cégep, j'écoutais Rite de passage en boucle. Ça a vraiment marqué mon parcours. Puis je pense que toi aussi, oui, totalement. Toute ta musique, ça nous a impacté, surtout dans le mouvement étudiant. Ouais. C'est pas long que dans une grève, il y a de tes chansons qui sortent. Là. Exact. Puis ça me touche beaucoup parce que, tu sais, une tune comme J'en ai plein mon casque, ça parle strictement de ça. Surtout le segment où je dis, tu sais, il n'y a pas juste l'argent, tu sais, il y a l'amour et puis le temps. Ça, je pense qu'on a besoin de se le faire rappeler là, quotidiennement, à chaque élection, en tout cas. Oui. Puis on se demandait, c'est quoi le souvenir que tu chéris le plus dans ton parcours scolaire? Moi, c'est sûr que c'est l'improvisation. L'impro, ça a été une affaire importante dans ma vie. Tout mon cercle d'amis était là. Mes blondes aussi, je les ai faites en impro. C'est vraiment quelque chose qui m'a permis aussi d'être à l'aise tôt sur scène. Puis je leur suis très reconnaissant parce que je pense pas que c'est mes cours de sociologie qui m'auraient permis de pouvoir être devant des foules puis être comme intéressant puis charismatique. OK, c'est bien intéressant, mais aussi, on en parlait un peu tantôt pour parler un peu de ton lien d'appartenance avec les francophonies, mais aussi les communautés des peuples autochtones. Tu vas beaucoup dans les régions, mais qu'est-ce qui te rend autant connecté avec ces différentes langues et cultures-là? Ben, c'est parce que moi, toute ma vie, on m'a dit que l'Amérique du Nord, c'était l'anglais, le français, puis j'ai l'impression qu'on m'a pas conté la vraie histoire du territoire, puis tu sais, d'où c'est qu'on vient. C'est une question que les humains se posent souvent, tu sais qu'on vient, pourquoi on est là, puis de savoir que, heureusement, il y a 11 nations autochtones sur le territoire du Québec qui ont des langues, des spiritualités, puis des cultures différentes. On dirait que ça me rassure, tu sais, parce que toute ma vie, moi, j'ai essayé de faire de la musique fort, le plus de shows pour gagner ma vie, puis connaître du succès. Puis quand tu rentres en contact avec ces communautés-là, tu réalises que la vie, c'est autre chose. Tu sais, le partage, tu sais, le respect des aînés, aussi la spiritualité, tu sais, parce que eux autres, il a fallu qu'ils se battent pour la garder. Parce que les prêtres ont vraiment eu une approche très agressive. Puis de savoir qu'ils ont encore gardé des bribes de genre le matécham, c'est-à-dire la tente de sudation. Ou encore des danses traditionnelles, puis des chants, puis des langues. Puis c'est pour ça que moi, je milite beaucoup à leur côté pour dire « Hey, faut pas oublier que l'Amérique du Nord, ça a été ça. Puis c'est encore ça. » Tu sais, là, récemment, la CAQ, avec le Musée de l'histoire du Québec, ils se sont mis un peu les pieds d'un plat en disant que c'était de la préhistoire. Mais pas plus tard que dans les années 2000, en 2003, pour être plus précis, ben, c'est grâce au CRI EU de Roméo Saganache qui sont allés faire une manif à l'ONU à New York avec un canot ancestral. Ils ont réussi à faire avorter le plan Grande Baleine, qui était un autre projet hydroélectrique qui aurait inondé des kilomètres et des kilomètres de territoire ancestral, des cris. Fait qu'ils sont encore là, ils sont encore en train de protéger notre territoire, protéger le territoire qu'on partage avec eux. Fait que pour moi, d'essayer de faire la lumière sur eux, c'est important pour justement continuer d'investir dans les visions différentes qu'on a de la vie, puis de la société, puis de c'est quoi le succès, c'est quoi le bonheur. Je pense que les Autochtones ont leur mot à dire là-dedans. 100%. Puis, justement, tu nommes, tu sais, t'es vraiment présent puis tu soutiens différentes luttes, puis d'enjeux de notre société, puis t'as pas peur de parler, mais t'as pas peur de prendre action aussi. Puis là, j'ai noté plein d'exemples. Tu es allé manifester auprès des jeunes de Rouyn-Noranda, en Abitibi pour dénoncer les enjeux environnementaux et de santé de la fonderie Horn. T'as annulé ta présence à un festival en Gaspésie. Oui, ça, c'était quelque chose. Pour dénoncer l'absence d'artistes femmes sur leur prog. 13 gars sur 13 projets. On revenait de la pandémie aussi, puis on parlait beaucoup du fait que les artistes avaient pas beaucoup de moyens. Puis là, je me suis dit, c'est bizarre que ce soit les 13 mêmes dudes qui ramassent les gros cachets encore. Puis c'est pour ça que moi, je suis parti, parce que je trouvais que c'était la meilleure solution. Moi, je suis parti en parlant du fait que c'était problématique,
mais pas dans l'optique de faire vraiment un scandale, là. C'était vraiment pour libérer mon cachet, puis pour pouvoir le donner à quelqu'un d'autre. C'était France d'amour. Puis moi vraiment, là, ça venait d'un fond de genre, concrètement, les jeunes filles, les jeunes femmes, les femmes qui vont venir voir le show, quand ils vont voir France d'amour faire un solo de guitare, tout le monde va pouvoir se dire qu'ils ont leur place. Fait que ça a été vraiment reçu comme un scandale. C'est sûr que je l'ai dit avec force parce que on souhaite que ça arrive plus, des preuves de main. Peut-être que c'est ça mon regret. C'est de l'avoir dit, d'avoir parlé de partie de saucisse. T'sais, quand on est jeune, on fait des erreurs, là, mais concrètement, je trouvais que c'était la solution la plus propice parce que il y avait plus de sous. Les gens ils avaient tout mis leur cachet aux 13 bandes. Moi, j'ai dit, donnez le mien à France, puis tout le monde va être content. Il n'y a pas grand monde qui était content quand c'est arrivé. Mais tu as quand même laissé la parole, je pense à Charonne, entre autres, tu as laissé la place à des projets féminins de prendre parole sur l'action que tu avais faite aussi. Tantôt, on parlait des communautés autochtones, tu as aussi lutté auprès d'eux pour exiger un 5% de quota dans les radios. On attend toujours la réponse du CRTC, c'est compliqué. Mais c'est ça, la patience, ça, c'est quelque chose qu'il faut que je travaille aussi. Je pense que dans mes 10 années de carrière, j'ai tout de suite voulu que ça change vite. Puis quand j'ai vu Florent Volant aller chercher son Félix d'artiste autochtone de l'année, sachant que ça fait des millénaires que les Inuits chantent dans leur langue maternelle sur ce territoire-là, je me suis dit, voici un exemple de patience qui a porté ses fruits. T'sais, Florent est rendu à 70 en montant, là, puis c'était pas la première fois qu'on donnait ce Félix-là à quelqu'un des communautés. Fait que je pense que mon apprentissage en regardant ce que Florent fait, puis Makoucham Studio, là, qui ont mis ça de l'avant, là, le mémoire pour 5% de musique autochtone et radio, il faut savoir travailler avec la patience. Puis ça, c'est les choses que j'aimerais améliorer là, dans le prochain chapitre de ma carrière. Ben, ça nous démontre aussi comment ton engagement, ta prise d'action, puis aussi les réflexions que tu fais après tes prises d'action. Puis je me demandais, en tant qu'artiste militant allié à plusieurs enjeux actuels, est-ce que tu as déjà vécu un burn-out militant? Puis si oui, comment est-ce que tu as trouvé l'équilibre, puis que tu trouves encore l'équilibre pour te sortir de ça? Ben, je pense qu'il faut pas trop se mettre le poids du monde sur les épaules. C'est sûr que des fois, les gens ils doutent un peu de la raison pour laquelle on fait ça. C'est-tu pour me mettre en valeur? Quand les gens posent ces questions-là, ben on doute, on dit, écoute, je fais ça pour impressionner les autres ou puis là, tu dis, ben non, Chris, il me semble que c'est de la merde, que les cerveaux des enfants à Rouyn-Noranda soient plus petits, puis que Chris, que les femmes enceintes qui ont leur grossesse dans un environnement plein d'arsenic, puis que le gouvernement est même pas capable de faire respecter les normes de 0,03 grammes d'arsenic cube. Tu sais, on est rendu à 35, là, puis là, ils proposent quelque chose comme... tu sais, les gens respectent pas la santé de mes compatriotes. Tu sais, je veux dire, je fais pas ça pour m'élever par-dessus les cheveux. Je fais ça parce que ça me met vraiment en tabarnak. Surtout sachant qu'il y a des partis puis qu'il y a des idéologies qui veulent mettre la faute sur des minorités. Tu sais. Là, on le voit beaucoup avec Donald Trump. Là, tu sais, c'est comme les immigrants, ils mangent nos chiens. Mais c'est comme les vrais ennemis, c'est les compagnies multinationales qui font des milliards en revenus bruts sur notre territoire puis qui mettent à mal la santé de nos enfants. Tu sais. Fait que il faut se la poser la question, tout le temps revenir, est-ce que je fais ça pour les bonnes raisons? Puis c'est en me posant cette question-là que je continue puis que je retrouve l'énergie. C'est vraiment intéressant ce que tu dis, puis ça va vraiment dans la même lancée que notre prochaine question. En fait, en septembre dernier, tu as sorti ton dernier album. Oui, Au Bar des Espoirs. Au Bar des Espoirs. Justement, tu parles de désespoir, mais aussi d'espoir. Ouais. Qu'est-ce qui te motive encore aujourd'hui, qui te donne de l'espoir? Il y a plusieurs choses. Premièrement, moi, j'ai remarqué qu'au Québec, il y avait un moteur politique qui était intéressé justement à la question autochtone, aux questions de parité, d'égalité, de partage des ressources. Je dirais pas le nom du parti parce que je pense que QS sont tannés que je fasse ça. Mais ce qui me donne espoir, c'est que il y a des partis qui répondent à mes attentes envers la société, puis qui pourraient faire des politiques qui pourraient nous aider justement à mieux vivre ensemble. Fait que ça, déjà là, c'est cool. Au lieu de me pogner le cul et de dire c'est de la merde, il y a quand même quelque chose à chaque campagne électorale qui me dit il y a quelqu'un qui représente mes valeurs. Tu sais, eux autres, ils ont, c'est con, là, mais c'est un symbole qui, moi, m'a beaucoup touché. Ils ont traduit en plusieurs langues autochtones leur programme. Fait que là, ça veut dire que si t'es à Malo-Tenam, là, puis que tu t'écris Québec solidaire, ben, tu peux lire en Innu et Moon, genre, chaque affaire, genre, santé, économie, puis tu peux lire ça dans ta langue maternelle. Puis il y a eu tellement de candidats autochtones, tu sais, je pense à mon ami Michael, à Robertval,
ou des gens même dans des communautés très éloignées, là, Maïté Labrec-Saganache, là, dans Ongava, là, ça c'est en limite des Cris et des Inuits, là, tu sais, puis ça a été vu dans les sondages, elle a perdu, mais dans les communautés autochtones, parce qu'il y avait Chibougamau aussi dans cette construction-là, ben dans les communautés autochtones, ça votait beaucoup, oui, ça votait, tu sais, juste ça, c'est déjà génial. Ah oui. Fait que tu te lèves le matin, tu te dis, bon, il y a de l'espoir, il y a quelqu'un qui va à l'Assemblée nationale, puis quand il parle du fait que c'est important que Nordvolt passe par le BAP, même si Nordvolt, ils l'ont brodé comme si c'était genre la révolution énergétique, faut quand même savoir où c'est que le terrain va se faire, qu'est-ce qu'on rase comme terrain, tu sais, fait que moi, je trouve ça cool d'avoir travaillé, puis le désespoir, c'est de voir Émilise partir. La ligne est mince, il n'y a pas juste les partis politiques, il y a aussi la jeunesse. Qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi? Les jeunes entreprises. La jeunesse, j'aimerais ça t'entendre là-dessus. Qu'est-ce qui te donne, qu'est-ce que tu trouves beau dans les générations après nous? Qu'est-ce qui t'inspire des générations, pas X, mais Z, Alpha, etc.? Surtout aujourd'hui, on les critique beaucoup. Là. C'est vrai. Ben, juste ma discussion avec toi, James, cette idée-là, moi, je savais pas que tu avais comme responsabilité à toi là, de retourner dans ta communauté à Havre-Saint-Pierre. Ça, c'est quelque chose que j'avais jamais entendu. Une responsabilité envers ta communauté, envers ton petit village. Puis ça, tu vois, ça m'émeut beaucoup parce que tu vois l'exode rural, tu sais, le territoire québécois est grand. Puis chaque région est importante, tu sais, que ce soit en termes de ressources naturelles, humaines ou whatever. Puis de savoir que les jeunes qui sont issus de ces communautés-là sentent une responsabilité envers leur communauté. Fait qu'ils vont chercher leur diplôme ici, à Québec, puis ils repartent après ça aider. Dans le film Les Roses, là, sur l'histoire de FLQ, ça parlait beaucoup de ça. La première génération qui allait dans les écoles, puis qui revenait après dans leur communauté pour expliquer un peu la politique. Tu sais. Parce qu'à l'époque, la mère de Paul Rose, puis de Jacques Rose, elle a trouvé que Pierre-Éliott Trudeau avait du bon sens, tu sais, il parlait bien, il s'habillait bien. Puis là, lui qui étudiait justement en sociologie, il dit « Ben non, maman, c'est un pourri, ce style-là. » Fait que c'est cette idée-là de transfert des connaissances, c'est quelque chose qui est très ancré dans cette génération-là aussi, qui est la nôtre. On se sent vraiment engagé, surtout pour la culture québécoise, pour la population québécoise. As-tu une icône, une personnalité autant politique ou sociologique qui t'inspire, qui t'a tout inspiré? Moi, c'est Dédé Fortin. Je me suis jamais caché depuis que je suis tout jeune que je parle de Dédé parce qu'il a réussi à mettre beaucoup de symboles importants. Tu sais, quand il est allé chercher les frères Diouf là, pour aller chercher un nouveau son du monde, ben, puis qu'il a fait chanter le Québec en Wolof, là, tu sais, c'est inspirant. Puis ça m'a justement dicté à aller voir les communautés autochtones, dire « Hey, on pourrait chanter en Innu dans tout. » Tu sais, fait que ça a été un idole important pour moi. Puis, ce qu'il a fait aussi avec les gens en situation d'itinérance, là, quand il a fait Bonlieu, puis que dans le dos de sa maison de disque, il a donné des cachets UDA à des gens qui étaient dans la rue, c'est pour faire une différence concrète. La maison de disque était fâchée parce qu'il fallait qu'il débourse pour une cinquantaine de figurants qui n'étaient pas prévus, mais Dédé était fier de son coup. Fait que c'est des symboles. Tu sais, des fois, tu sais, quand on a vu Elie Sapi chanter avec Ariane Moffat à la Saint-Jean à Trois-Rivières en 2020, moi, j'ai compris que, OK, ça, c'est un symbole. Les gens connaissent Ariane, c'est une artiste chouchou. Puis là, ils sont en train de nous introduire Elie Sapi. Puis depuis son album de reprise, on voit que elle a sa photo de Post Canada. Fait que c'est le fun, là. Je savais pas ça. Oui. Si tu t'envoies une lettre quelque part, faut que tu mettes ta Elie Sapi sur ta lettre. Ben ouais, non, c'est cool. Vraiment, vraiment. Ben, avant de conclure avec tout ça, c'était vraiment intéressant. Merci. Mais j'ai aussi en profité. Moi aussi, j'ai des icônes. J'ai étudié en sciences politiques. OK. Puis je l'ai tatoué sur le cœur. On parlait d'icônes. Puis je voulais te le montrer. Je pense que tu vas peut-être être surpris que quelqu'un ait ça sur le cœur, mais il y a beaucoup de personnes qui l'aiment. Ah non! Fait que tu pourras dire que t'as rencontré, tu pourrais. Salut René! Ben oui, René, c'en est un autre, il était pas pire. Puis quand je parle de souveraineté à mes amis de Maliotenam, ben le nom de René Lévesque revient souvent. Je pense qu'il préférait le projet de René Lévesque à celui de Jacques Parizeau parce que justement, lui, il avait peut-être une meilleure perception historique. Puis évidemment, Parizeau, c'est lui qui a mis à terme là, officiellement
le projet Grande Baleine que je vous parlais aussi. Mais je pense que l'héritage de Parizeau a été un peu affecté quand il a dit on a perdu à cause des votes ethniques. Ouais, ouais. Ça, on traîne encore un peu ça sur nos épaules. C'est pour ça que j'ai fait beaucoup de moves là, à Montréal-Nord, puis avec des jeunes rappeurs aussi pour comme faire des ponts entre les communautés que Parizeau appelait ethniques pour qu'ils sentent partie de notre culture. Puis la culture rap en ce moment avec Shreeze, puis Raccoon, puis Naya Ali aussi. Ouais. La disque met beaucoup de lumière sur eux aussi. Fait que je pense que ça s'inscrit dans l'héritage de René Lévesque. Un esprit aussi très rassemblant. Ouais. Puis très authentique. On pouvait l'appeler Petit Poil. Là. Je vous mets au défi d'aller voir François Legault entre ses 3 gardes du corps puis l'appeler Petit Poil. Hey, mais merci tellement merci à pour vous ce autres. moment privilégié. On se voit ce soir, j'espère. On se voit ce soir. 22h45 pour ma part, mais il y en a plein d'autres avant. Plein d'autres artistes qu'on va aussi avoir en entrevue. Cool. Plus tard. Fait que, merci. Bonne journée, à ce soir.